dessinateur Mas, Francis Mas, artiste complet. J'ai pas mangé. Mas qui est donc dessinateur de bande dessinée, mais qui est également peintre, sculpteur, et qui est peut-être, à mon avis, injustement méconnu. Il a été très présent pendant un certain temps sur tous les supports, toutes les revues de bande dessinée, et puis pendant un moment il a disparu. Il va peut-être nous expliquer pourquoi. Non, sinon tout le monde va avoir la larme à l'œil, et non, j'aime pas les histoires comme ça, tristes. D'accord, alors Mas c'est un univers assez délirant, un humour débridé que l'on pourrait qualifier de nonsense. Avec un E à la fin, parce qu'il ne s'agit pas d'un mot français qui lui ressemble, qui est le non-sens. Ça n'a même rien à voir. En français, le non-sens, c'est la chose qui n'a aucun sens, tandis que le nonsense, c'est pour moi la forme la plus aboutie de l'humour, de l'humour en général, de l'humour universel, voilà, qui a une origine évidemment anglo-saxonne, mais enfin, qui n'est pas interdit d'être utilisé aussi par un Français comme moi. Voilà, donc bon, c'est le type d'humour que j'ai choisi, parce que bon, je me suis aperçu, par rapport à la science, je me suis aperçu qu'il y avait certains usagers d'humour dans le monde scientifique, mais enfin bon, ils n'utilisaient pas le même type d'humour que j'apprécie. C'était plutôt quelque chose d'un peu franchouillard, très proche du calembour. Et bon, donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un créneau, et donc j'ai fait le bouquin à ce propos-là, le bouquin dont on peut voir les originaux là, exposés à côté. Alors je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà eu connaissance ou eu dans les mains un album de Mas, mais j'aimerais bien qu'il signale pour... Non? Ah, ouais, 4, ouais, génial, ouais. Bon. Si, il y en a. Alors, pendant les années 70, c'est vrai que quand Mas arrive sur le marché, on est en pleine ligne claire, on raconte des récits d'aventure, et là, on a beaucoup de trames. On a des histoires qui ont l'air un petit peu compliquées, qui parlent de science surtout, aussi bien, enfin, tout ce qui peut être la théorie. La science, je l'ai abordée franchement qu'avec les deux du balcon, c'est-à-dire la période où pendant laquelle je travaillais à suivre, c'est-à-dire dans les années 80. Dans les années 70, j'étais dans toutes les grandes revues de l'époque, qui sont maintenant devenues les revues de référence. C'est-à-dire, moi j'ai commencé à Actuel, ensuite ça a été Fluide Glacial, j'étais au tout début de Fluide Glacial, hein, j'étais presque le lieutenant direct de Gottlieb. Et il y a eu donc l'Écho des Savanes, Charlie Mensuel, Harakiri. Alors je ne sais pas si... Ouais, bon, il n'y a pas de synchro, forcément, il n'y a pas de synchro entre l'image que vous avez derrière et puis ce qu'on raconte. Hein. Bon, vous essayez de le faire à synchro vous-même, parce qu'on n'a pas pu la faire. Oh, je pense que le mieux, c'est ça. Là, ce qu'on voit, par exemple, ça c'est une de mes grandes histoires de Charlie. Ça c'était publié dans Charlie. Je crois que le mieux, ce sera de laisser défiler des images et d'intervenir si tu as envie d'intervenir. Ouais, non mais là, Donc, Claude parlait de l'utilisation des trames, c'était le mon procédé graphique de l'époque, parce que on avait des journaux qui avaient une impression, enfin, un clichage au trait, et pour obtenir des grilles qui soient encore supportables à l'impression, c'est-à-dire on avait des papiers qui étaient vraiment très cheap, hein, donc qui épongeaient. Donc pour avoir des grilles supportables, on utilisait ce qu'on appelait à l'époque les trames, les tracettes qui se collaient sur l'original.
Donc, du fait qu'elles étaient, elles, au trait, le gris final du journal imprimé était, bon, je dis pas, était joli, mais était supportable. Voilà. D'où maintenant, l'équivalence, c'est fait par Photoshop. On peut choisir sa trame pour obtenir les mêmes effets. Bon, on a beaucoup plus de choix maintenant du fait de l'informatique. Alors c'était quand même à contre-courant de toutes les modes que de prendre d'abord pas de personnage héroïque, d'avoir peut-être un même personnage récurrent qui vient avec un chapeau. Voilà, le pire c'est que j'ai un manteau. J'ai même jamais réussi à lui trouver un nom. Moi je l'appelle moi-même l'homme de masse, hein, parce que je ne sais pas comment le qualifier autrement. Hein, voilà. Si, celui-là, par contre, ceux-là ils ont un nom, il s'appelle Diderot d'Alembert. Ils n'ont pas, comme on pourrait croire, Diderot d'Alembert, comme malheureusement ça s'est retrouvé imprimé par je ne sais quel concours de circonstances dans la nouvelle encyclopédie sur une page. Mais voilà, bon, peut-être que là dans les trois qui ont vu un album de là, peut-être qu'il y en a qui connaissent ces deux personnages. Oui, donc justement, Diderot et d'Alembert, ça permet de faire de la vulgarisation scientifique. Ouais, mais enfin, moi c'est pas mon propos. Moi, je peux pas, j'ai pas la prétention de me présenter comme un vulgarisateur, j'en ai pas du tout la compétence. Simplement, je suis un artiste libre qui a envie de s'exprimer librement sur n'importe quel sujet. Bon, les sujets qui nous sont traditionnellement dévolus, c'est la politique, la sociologie, des sujets comme ça. Moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas élargir notre champ de travail, quoi. Et donc je me suis dit, comme j'ai toujours été concerné par la science, je me suis dit, bon, ben, je vais faire un album sur des sujets scientifiques, sans plus, mais sans du tout d'ambition, de vulgarisation. Bon, il se trouve que ça peut en être, parce que les sujets que j'aborde sont des vrais sujets, je n'édule pas, je le fais d'une manière relativement référencée, et donc je pense que ça a suscité, enfin bon, les retours que j'ai pu avoir, surtout dans le monde enseignant, je me suis rendu compte que ça a suscité un intérêt de curiosité pour ces sujets-là. Et voilà, les retours étaient plutôt dans un sens à me faire conclure que finalement c'était peut-être aussi de la vulgarisation. Les deux du balcon, il y a toujours un naïf quand même. Et, oui, ça c'est un procédé narratif bon, que tu connais bien. Chez les duettistes, il y a l'intelligent et le crétin, quoi. Bon, voilà, bon, c'est un procédé traditionnel. Le travail de trame est quand même assez complexe, puisqu'ici on nous explique un petit peu la relativité. Il y a des... Non, on explique le vélo. Là, on explique la relativité à travers Montès et Faustocopie. Bon, on est quand même loin du domaine de Roland Leu. Il y a un léger décalage. Mais bon. Le vélo, c'est celui d'Einstein? Celui-là, là? Oui. Oui, c'est possible. Alors là, oui, bon, là, là, on vient de sauter sur une image et les croire, on traite un petit peu le sujet dans une expo là, à côté qui traite de la théorie du chaos, etc. Donc, l'image est déjà passée. Là par contre, je reviens en arrière. Oui, cette image-là traitait d'une expérience qui a été très importante dans les années 80. C'est l'expérience d'Alain Aspect qui m'a semblé être une expérience charnière dont il fallait absolument parler, même si le public de BD n'était pas du tout formaté pour la comprendre. Enfin bon, il y a un certain nombre de personnes aussi qui ont réagi par rapport à cette histoire, et surtout par rapport à ma façon de la présenter, qui était quand même très personnelle, très cartoonienne, hein, si je peux me permettre cette invention langagienne. Bon, là, c'est toujours la série des deux du balcon qui traite quand même de sujets très physiques, hein, parce que là c'est les symétries,
domaine considéré habituellement comme relativement pointu. Et là, bon, j'essaye toujours de faire correspondre les images dont la lecture est évidente. Voilà. En fait, on a droit quand même des Là, tu peux revenir sur celle d'avant, là. Oui. Ah non, c'est pas... celle où... Ah non, là, pas... Ah non, là... C'est après, alors. Celle où il y a l'éléphant, sur la brisure de symétrie. C'est pour regarder hier. Non, elle est après. Ah non, elle est pas dans la suite. Ah, c'est voilà. celle-là.